Le monde de Pauline s'effondre lorsqu'elle découvre un nouveau-né abandonné sur le seuil de la somptueuse villa où elle travaille comme femme de ménage. Bon retour, et profitez de l'histoire. Les pleurs désespérés de l'enfant transperçaient l'air glacial du matin tandis que la pluie tombait sans merci. Pauline Renaud, femme de ménage dévouée depuis plus de 20 ans dans cette imposante demeure, surplombant la Méditerranée à Marseille, n'avait jamais imaginé qu'un tel événement bouleverserait sa vie à l'âge de 50 ans. Son cœur s'était serré à la vue de ce petit être emmailloté dans une simple couverture usée, déposée dans un panier en osier sur le perron de marbre. Sans hésitation, elle avait enveloppé le nourrisson dans son châle et l'avait ramené à l'intérieur, ses mains ridées, tremblant légèrement sous l'émotion. La villa des Moreau, une famille fortunée propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, résonnait habituellement du bruit des réceptions mondaines et des discussions d'affaires. Ce matin-là, cependant, le hall d'entrée était encombré de valises et de mallettes. Pauline trouva monsieur et madame Moreau au téléphone, visiblement agités. « Pauline, nous avons une urgence familiale à Milan. Notre filiale italienne est au bord de la faillite », annonça Henri Moreau en raccrochant, à peine surpris par le bébé que tenait Pauline. « Nous devons partir immédiatement. » Elisabeth Moreau, toujours impeccablement habillée même dans l'urgence, jeta un regard rapide vers l'enfant. « Qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé abandonné? Il faut appeler les services sociaux ?» « Je l'ai trouvé sur le perron, madame, » expliqua Pauline, berçant instinctivement le nourrisson qui s'était calmé contre sa poitrine. Il y avait juste ce médaillon avec lui. Elle montra un petit pendentif en argent sur lequel était gravé un simple prénom, Thalia. « Nous n'avons pas le temps de nous occuper de cela maintenant, » trancha Henri. « Notre avion décolle dans 2 heures. Nous reviendrons dans 2 semaines au plus tard. D'ici là, contactez les autorités ou débrouillez-vous, Pauline. Vous avez toujours été ressourceuse. » Elisabeth ajouta « Considérez cela comme une responsabilité temporaire. Nous vous verserons une compensation pour ce désagrément, bien entendu. » Avant que Pauline puisse protester, le couple était déjà dehors, laissant derrière eux le rugissement d'un moteur de voiture de luxe et un nuage d'incertitude. Elle resta là, immobile, avec dans ses bras un enfant qu'elle ne connaissait pas dans une maison trop grande et trop silencieuse. Pauline n'avait jamais eu d'enfant. Une maladie dans sa jeunesse lui avait ôté cette possibilité, transformant son rêve de maternité en un fantôme qui la hantait silencieusement. Présent, à l'automne de sa vie, voilà qu'un bébé lui était littéralement déposé dans les bras. Le destin avait parfois un sens de l'humour cruel, pensa-t-elle. Cette première journée fut un tourbillon d'émotions et d'improvisation. Pauline dut rapidement apprendre à préparer des biberons, à changer des couches, à apaiser les pleurs nocturnes. Elle installa un berceau de fortune dans sa petite chambre de service, située au rez-de-chaussée de la villa. La nuit venue, épuisée mais incapable de dormir, elle contempla le visage paisible de la petite fille. « Thalia » murmura-t-elle, caressant la joue douce du bébé. « Qui t'a abandonné et pourquoi ici ?» Le médaillon ne contenait aucun indice supplémentaire, aucune lettre, aucune explication, juste ce prénom, Thalia, gravé dans l'argent terni. Pauline le plaça soigneusement dans une petite boîte en bois, se promettant de le conserver précieusement pour le jour où l'enfant poserait des questions sur ses origines. Le lendemain, Pauline appela les services sociaux. L'attente fut interminable, ponctuée par les gazouillis du bébé qui semblait déjà s'être attaché à elle. Finalement, une travailleuse sociale du nom de Madame Lambert arriva. Une femme d'une 50aine d'années au regard sévère, derrière ses lunettes rectangulaires. « Vous comprenez bien, Madame Renaud, qu'un enfant abandonné doit être pris en charge par l'État, » déclara-t-elle après avoir examiné la situation. « Nous allons placer la petite dans une famille d'accueil temporaire, en attendant qu'une enquête soit menée pour retrouver ses parents biologiques. » Le cœur de Pauline se serra. Ne pourrait-elle pas rester avec moi pendant cette période ? Ses employeurs m'ont confié sa garde temporaire jusqu'à leur retour dans 2 semaines. Ils signeront tous les papiers nécessaires à ce moment-là. Madame Lambert la dévisagea avec un mélange de pitié et de condescendance. «
Vous êtes femme de ménage, célibataire, et vous avez quel âge déjà? 50 ans, répondit Pauline, redressant le menton. Et vous pensez sincèrement pouvoir vous occuper d'un nourrisson? Avez-vous la moindre idée des responsabilités que cela implique? Des coûts? De l'engagement? Pauline sentit une colère sourde monter en elle, mais elle garda son calme. J'ai élevé mes frères et sœurs après la mort de mes parents. Je sais ce que c'est que de prendre soin des autres, et j'ai des économies. La travailleuse sociale secoua la tête. Je reviendrai dans une semaine avec les documents officiels pour la prise en charge. D'ici là, considérez-vous comme gardienne temporaire, mais n'envisagez pas cette situation comme permanente, madame. Renaud, ce serait vous faire du mal. Après son départ, Pauline resta longuement assise sur le canapé, la petite Talia endormie contre son cœur. Une semaine. Elle avait une semaine pour trouver une solution, pour convaincre les autorités, pourquoi au juste, pour garder cet enfant. L'idée était folle, irrationnelle. Et pourtant, c'était la seule qui faisait sens dans son cœur. Ce soir-là, elle parcourut l'immense villa des Moreau d'un regard neuf. Dans cette maison où elle avait passé tant d'années à nettoyer les traces des autres, pourrait-elle créer un foyer pour cet enfant abandonné? L'ancien pavillon, du jardinier inutilisé depuis des années, attira son attention. Petit mais solide, il pourrait devenir leur refuge, à Talia et à elle. Nous pouvons y arriver, murmura-t-elle à l'enfant endormi, ensemble. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce simple moment de détermination marquerait le début d'un voyage de 15 ans, tissé d'amour inconditionnel, de sacrifices déchirants et d'une rédemption inattendue. Un voyage qui transformerait non seulement leurs deux vies, mais aussi celle de toute une communauté. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les 2 semaines s'écoulèrent à une vitesse vertigineuse, rythmée par les biberons, les berceuses et les sourires naissants de Talia. Pauline avait aménagé un coin douillet pour le bébé dans sa chambre, utilisant ses maigres économies pour acheter l'essentiel, couches, lait en poudre, vêtements. Chaque soir, épuisée mais comblée, elle s'endormait au son de la respiration paisible de l'enfant. Le retour des Moreau, initialement prévu pour la fin de la quinzaine, fut reporté. Un appel téléphonique bref et distant informa Pauline que la situation en Italie était plus complexe que prévu. « Notre empire s'effondre, Pauline », avait expliqué Henri Moreau d'une voix tendue. « Nous devons rester en Europe indéfiniment. Gérer la propriété comme d'habitude. Aucune mention de Talia, comme si le bébé n'était qu'un détail insignifiant dans leur vie tumultueuse. Ce fut lors d'un second appel, une semaine plus tard, que Pauline osa aborder le sujet. « Monsieur, concernant la petite fille, un silence au bout de la ligne, puis « Ah oui, l'enfant abandonné, vous l'avez remise aux services sociaux, j'imagine. » « Pas exactement, » répondit Pauline, le cœur battant. « Elle est toujours avec moi. Je me suis attaché à elle. »« Monsieur ?» Un nouveau silence, plus long cette fois. « Pauline, vous savez que ce n'est pas raisonnable. Vous êtes notre employée, pas une mère d'accueil. Je pourrais être les deux, insista-t-elle. J'ai commencé à aménager l'ancien pavillon du jardinier. Je continuerai à entretenir la villa comme avant, mais vous voulez adopter cet enfant. » La voix d'Henri oscillait entre l'incrédulité et l'amusement. « Je voudrais en avoir la garde, oui, temporairement du moins, jusqu'à ce qu'on retrouve sa famille. » Le rire sec d'Elisabeth retentit en arrière-plan. Manifestement, elle écoutait la conversation. Une femme de ménage qui élève un enfant dans notre propriété? Quelle histoire absurde! Pauline sentit ses joues s'empourprer, mais elle tint bon. Je peux vous envoyer les papiers de tutelle temporaire par courrier express. Il suffirait que vous les signiez pour que je puisse légalement m'occuper d'elle en attendant. Après une discussion à voix basse entre les époux, Henri reprit la parole.
Très bien, envoyez ces papiers, si cela peut régler cette histoire sans plus nous déranger. Mais comprenez bien que nous n'assumons aucune responsabilité dans cette affaire, Pauline. L'enfant est entièrement sous votre responsabilité. Cette conversation marqua le début officiel de la nouvelle vie de Pauline en tant que tutrice de Thalia. Les papiers furent signés, renvoyés et présentés à Madame Lambert, qui ne cacha pas sa désapprobation, mais dut s'incliner devant le document légal. « Ce n'est que temporaire », répéta-t-elle comme un mantra. « Ne vous faites pas d'illusions. » La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier huppé de Marseille où se trouvait la villa. Comment une simple femme de 2 ménages pouvait-elle prétendre élever un enfant? Les regards condescendants, les murmures sur son passage, les questions indiscrètes. Pauline affronta tout cela avec une dignité silencieuse, son attention entièrement focalisée sur le bien-être de Thalia. Sa routine quotidienne se transforma radicalement. Elle continuait d'entretenir la villa immense des Moreau, mais devait désormais jongler avec les soins du bébé. Rapidement, elle comprit que son salaire de femme de ménage ne suffirait pas à couvrir leurs besoins. Avec une détermination née du désespoir, elle se mit en quête d'emplois supplémentaires. C'est ainsi qu'elle commença à travailler tôt le matin à la boulangerie Le Pain Doré, située à 2 rues de la villa. De 5 heures à 8 heures, elle servait les clients matinaux, l'odeur réconfortante du pain frais imprégnant ses vêtements. Thalia, encore bébé, dormait dans un couffin derrière le comptoir, sous l'œil bienveillant de Monsieur Dupont, le boulanger à la moustache généreuse qui avait été touché par son histoire. « Ma mère m'a élevé seule aussi », avait-il confié à Pauline. « Les gens parlent toujours, mais les enfants ne se souviennent que de l'amour qu'on leur donne. » Ces mots simples furent un baume pour Pauline, qui traversait des moments de doute intense. Les nuits étaient particulièrement difficiles, lorsque Thalia pleurait sans raison apparente et que l'épuisement rendait chaque geste plus lourd, chaque pensée plus sombre. Avec ses premiers salaires combinés, Pauline entreprit la rénovation du pavillon du jardinier. L'endroit était modeste, une seule chambre, un petit salon avec kitchenette, une salle de bain étroite. Mais il offrait intimité et indépendance. Les murs, autrefois vert foncé et défraîchis, furent repeints en blanc cassé. Des rideaux en coton fleuri, cousus par Pauline durant ses rares moments de répit, apportèrent une touche de chaleur. Un tapis usé mais propre recouvrit le sol, en béton du salon. Ce petit nid, créé avec si peu de moyens mais tant d'amour, devint leur sanctuaire. Chaque soir, malgré la fatigue écrasante de ses 3 emplois, car Pauline avait également commencé à vendre des linges brodés à la main sur les marchés du week-end, elle prenait le temps de lire à Thalia. Ces histoires, tirées d'un recueil de contes traditionnels provençaux hérités de sa grand-mère, constituaient leur rituel sacré. Il était une fois dans les collines de Provence une petite fille qui parlait aux cigales. Commençait souvent Pauline, observant avec émerveillement comment les yeux de Thalia, d'un bleu profond comme la Méditerranée, s'écarquillaient d'émerveillement. Les mois devinrent des années. Thalia grandit, passant de nourrisson à bambine curieuse et bavarde. Ses premiers pas furent faits dans le jardin luxuriant de la villa, sous les yeux émus de Pauline, qui immortalisa le moment avec un vieil appareil photo argentique. Ses premiers mots, « maman », suivis de près par « histoire », résonnèrent dans leur petit pavillon comme la plus belle des mélodies. Pauline, qui n'avait jamais cru pouvoir connaître les joies de la maternité, découvrait à 50 ans passés le bonheur simple et profond de voir un enfant s'épanouir sous ses soins. Elle, qui avait passé sa vie à servir les autres, trouvait enfin un sens à son existence dans le sourire de cette petite fille qui n'était pas de son sang, mais qui occupait tout son cœur. Pourtant, malgré ces moments de bonheur pur, une ombre planait constamment. Chaque lettre des services sociaux, chaque visite surprise de Madame Lambert lui rappelait la précarité de leur situation. La tutelle temporaire devait être renouvelée régulièrement, et chaque renouvellement était une épreuve, une remise en question de sa légitimité en tant que mère de substitution. Vous comprenez, Madame Renaud,
expliquait invariablement Madame Lambert lors de ses visites trimestrielles, nous devons nous assurer que l'enfant reçoit tout ce dont elle a besoin, éducation, soins médicaux, stabilité émotionnelle. Ce sont des critères très stricts. Pauline hocha la tête, serrant discrètement les poings sous la table. Je comprends parfaitement. Et vous n'avez toujours pas de nouvelles des propriétaires. Leur retour pourrait compliquer les choses. Ils sont toujours en Europe. Leurs affaires les retiennent là-bas indéfiniment. Cette réponse était devenue automatique, même si les appels des Moreau s'étaient raréfiés au fil des mois. Madame Lambert observa le petit salon modeste, mais impeccablement rangé. Notant les dessins d'enfants soigneusement accrochés au mur, la bibliothèque, garnie de livres usagés, le pot de fleurs fraîches sur la table basse. Son expression restait impassible, mais quelque chose dans son regard s'était adouci. « Talia semble bien adaptée », concéda-t-elle finalement. Pauline retint son souffle. C'était la première fois que la travailleuse sociale faisait un commentaire positif. « Elle est très heureuse ici », osa-t-elle répondre. Elle a commencé à fréquenter la maternelle du quartier. Sa maîtresse dit qu'elle est vive d'esprit et s'entend bien avec les autres enfants. Madame Lambert nota ces informations dans son carnet, puis referma son dossier d'un geste sec. « Je reviendrai dans 3 mois, comme d'habitude. D'ici là, assurez-vous que ces vaccins sont à jour, et je voudrais voir son carnet de suivi médical la prochaine fois. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Madame Lambert s'arrêta soudain. Sans se retourner, elle ajouta « Vous faites du bon travail, Madame Renaud, mais n'oubliez pas que les situations temporaires ont une façon de changer brusquement. » Ces paroles résonnèrent longuement dans l'esprit de Pauline, même après le départ de la travailleuse sociale. Elle ravivait sa plus grande peur, celle de perdre Talia, de voir ce bonheur fragile lui être arraché. Cette nuit-là, après y avoir bordé Talia et écouté sa prière enfantine, « Merci pour maman, pour les fleurs, pour les histoires et pour les étoiles », Pauline resta longuement éveillée, contemplant le plafond. La vie lui avait appris que chaque personne qu'elle avait aimée finissait par la quitter. Ses parents, partis trop tôt dans un accident de voiture, son fiancé d'autrefois, disparu quand il avait appris qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Ses frères et sœurs, éparpillés aux 4 coins du pays, dont elle recevait rarement des nouvelles. Et maintenant Talia, cet enfant trouvé, devenu le centre de son univers. Combien de temps le destin lui permettrait-il de la garder? Cette question la torturait. Mais elle se promit une chose. Tant que Talia serait sous sa protection, elle lui donnerait tout l'amour dont elle était capable. Avec cette résolution renouvelée, Pauline s'endormit enfin, ignorant encore les épreuves que les années à venir leur réservaient, mais déterminée à les affronter une par une, pour l'amour de cet enfant que la vie avait placé sur son chemin. Talia grandissait à vue d'œil, s'épanouissant comme une fleur sauvage dans le jardin ordonné de leur vie. À 4 ans, elle courait partout dans leur petit pavillon, une tornade de rires et de questions. Ses boucles châtaines encadraient un visage vif où brillaient des yeux d'un bleu saisissant. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les escargots portent leur maison? Est-ce que les étoiles dorment le jour? Les questions fusaient, inépuisables, témoignant d'une curiosité insatiable. Pauline répondait avec patience, puisant dans ses connaissances limitées et dans les livres qu'elle empruntait régulièrement à la bibliothèque municipale. Parfois, quand les questions devenaient trop complexes, elle improvisait des explications poétiques qui satisfaisaient l'imaginaire de l'enfant tout en préservant la magie du monde. Pour enrichir l'éducation de Talia, Pauline l'immergeait dans les traditions culturelles marseillaises. Ensemble, elles participaient au festival annuel de printemps, où les habitants jetaient des pétales de fleurs dans la mer pour attirer la bonne fortune. Pauline lui apprenait à préparer les tisanes médicinales traditionnelles, mêlant thym, romarin et lavande des collines environnantes. Elles adoptèrent également la coutume d'accrocher des souhaits manuscrits aux branches du vieux platane de la place du village.
Chaque souhait doit être pur, expliquait Pauline, en aidant Thalia à attacher son petit papier plié à une branche. Et il ne faut jamais le dire à voix haute, sinon il ne se réalisera pas. Ces traditions, transmises de génération en génération, ancraient Thalia dans un héritage culturel qui compensait l'absence de racines familiales connues. Elle lui donnait un sentiment d'appartenance malgré ses origines mystérieuses. L'entrée à l'école primaire marqua un tournant. Dès les premières semaines, l'institutrice de Thalia, Madame Bonnet, demanda à rencontrer Pauline. « Votre fille est exceptionnelle », déclara-t-elle sans préambule dans la petite salle de classe décorée de dessins colorés. Son niveau de lecture dépasse largement celui des autres enfants, et sa compréhension des mathématiques est stupéfiante pour son âge. Pauline sentit une vague de fierté mêlée d'inquiétude. « Elle a toujours été très curieuse », dit-elle modestement. « C'est bien plus que de la curiosité, Madame Renaud, c'est un don. » Madame Bonnet, une femme aux cheveux gris et au regard bienveillant, posa ses lunettes sur son bureau. « Il existe une académie, l'Institut Saint-Exupéry, qui pourrait développer pleinement ses talents. C'est une école prestigieuse qui offre un programme enrichi pour les enfants surdoués. » Le cœur de Pauline se serra. « Une école privée ? Je ne pense pas pouvoir me le permettre, madame. » Le regard de l'institutrice s'adoucit. « Il existe des bourses, bien sûr, mais je ne vous cache pas que la compétition est rude et que les places sont limitées. Réfléchissez-y. Thalia mérite cette chance. » Cette conversation déclencha en Pauline une détermination nouvelle. Le soir même, elle consulta le site internet de l'Institut sur l'ordinateur public de la bibliothèque. Les frais de scolarité étaient astronomiques, bien au-delà de ses moyens, même avec 3 emplois. Quant aux bourses, elles ne couvraient qu'une fraction des coûts et nécessitaient un dossier complexe avec recommandations, évaluation psychologique et entretien. Pendant des jours, Pauline se débattit avec ce dilemme. Thalia méritait le meilleur, mais comment pourrait-elle lui offrir une éducation d'élite avec ses ressources limitées? La solution lui vint sous la forme d'un souvenir douloureux. Dans son armoire, soigneusement enveloppée dans un mouchoir de soie, se trouvait son bien le plus précieux, un médaillon en argent contenant la seule photo de ses parents. Cet héritage familial, transmis de génération en génération, était la dernière chose qui la rattachait à son passé. Après une nuit d'insomnie, sa décision était prise. Le lendemain, elle se rendit chez un antiquaire réputé du Vieux-Port. « C'est une pièce remarquable », commenta le vieil homme en examinant le médaillon sous sa loupe. « Argent fin du 19e siècle, ciselure artisanale. Il y a même des initiales gravées à l'intérieur. C'était à votre famille ?» Pauline hocha la tête, incapable de parler. Chaque seconde passée dans cette boutique était une épreuve. « Je peux vous en offrir un bon prix, » dit finalement l'antiquaire, « bien plus que sa valeur matérielle. Des objets avec une telle histoire sont rares. » Le montant qu'il proposa dépassait les espérances de Pauline. C'était suffisant pour couvrir les frais d'inscription à l'Institut Saint-Exupéry et une partie de la première année de scolarité. Pour le reste, elle trouverait une solution. Elle devrait peut-être prendre un 4e emploi, économiser, davantage, se priver encore plus, mais Thalia aurait sa chance. En quittant la boutique, le chèque en poche mais le cœur lourd, Pauline fut assaillie par le doute. Avait-elle bien fait de se séparer de cet héritage familial? N'avait-elle pas trahi la mémoire de ses parents? Mais en pensant au potentiel de Thalia, à son avenir qui ne demandait qu'à s'épanouir, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Ses parents auraient compris ce sacrifice fait par amour. La joie de Thalia, lorsqu'elle apprit qu'elle pourrait y fréquenter l'école des enfants intelligents, comme elle l'appelait, effaça momentanément tous les doutes de Pauline. L'enfant dansa dans leur petit salon, faisant des projets fantastiques sur tout ce qu'elle allait apprendre. « Je vais découvrir pourquoi les étoiles brillent, et peut-être inventer une machine pour parler aux dauphins. » S'enthousiasmait-elle, ses yeux brillants d'excitation. Pauline sourit, touchée par cette innocence. « D'abord, il faudra travailler dur et écouter tes professeurs. »« Je serai la meilleure élève, maman. Promis. Et quand je serai grande,
Je gagnerai beaucoup d'argent et tu n'auras plus jamais besoin de travailler. » Ces paroles, prononcées avec la conviction absolue de l'enfance, émurent Pauline aux larmes. Elle serra Thalia contre elle, humant le parfum de shampoing à la vanille de ses cheveux. L'intégration à l'Institut Saint-Exupéry se révéla être à la fois une bénédiction et une épreuve. Sur le plan académique, Thalia s'épanouissait, absorbant les connaissances comme une éponge. Ses professeurs étaient impressionnés par sa capacité d'analyse et sa créativité. Socialement, cependant, la situation était plus complexe. Les autres élèves, enfants de médecins, d'avocats, d'hommes d'affaires et de politiciens, regardaient avec condescendance cette fillette qui vivait dans un pavillon de jardinier et dont la mère travaillait comme femme de ménage. Les invitations aux anniversaires se faisaient rares, les chuchotements nombreux. « Pourquoi ta mère vient te chercher en bus? La nôtre a un chauffeur. C'est vrai que tu habites dans la maison où ta mère fait le ménage. Tu as vu ses chaussures? Elles viennent du marché, pas du printemps. » Thalia, sensible et fière, encaissait ces remarques sans broncher, mais Pauline voyait bien que son sourire s'était légèrement terni. Le soir, pendant leur rituel de lecture, elle serrait Thalia un peu plus fort, essayant de lui transmettre par ce geste tout l'amour et la force dont elle aurait besoin pour affronter ce monde qui, déjà, cherchait à la juger sur des apparences. « Tu sais, ma chérie, » lui dit-elle un soir après une journée particulièrement difficile, « les gens qui te jugent sans te connaître ne méritent pas que tu t'inquiètes de leur opinion. » Thalia, blottie contre elle, jouait distraitement avec un fil d'effet de la couverture. « Mais ils ont raison, non? Nous sommes pauvres. » Pauline prit le petit visage entre ses mains, plongeant son regard dans celui de l'enfant. « Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'argent, c'est vrai, mais nous sommes riches d'autres façons. Riche d'amour, riche de souvenirs, riche de courage. Et ça, ma Thalia, c'est une richesse que beaucoup de ces enfants ne connaîtront jamais. » Cette conversation sembla apaiser temporairement les inquiétudes de Thalia, mais Pauline savait que les années d'adolescence à venir seraient semées d'autres défis. Leur vie suivait un rythme établi, rythmé par l'école, le travail, leurs petites traditions. Chaque dimanche, elle se rendait au marché provençal où Pauline vendait ses broderies de plus en plus appréciées. Thalia l'aidait à tenir le stand, charmant les clients avec son sourire et son éloquence précoce. Ces moments simples constituaient leurs plus beaux souvenirs. Puis, alors que Thalia entamait sa 6e année à l'Institut Saint-Exupéry, un événement inattendu vint bouleverser leur équilibre précaire. Albert, le nouveau gardien engagé par les Moreau pour superviser l'entretien de la villa en leur absence, commença à poser des questions sur la présence de Thalia. « Une enfant qui vit dans le pavillon du jardinier? Personne ne m'avait informé de cela, » dit-il à Pauline un matin, alors qu'elle nettoyait les baies vitrées du salon principal. « Monsieur et Madame Moreau sont au courant, » répondit-elle calmement, bien que son cœur se soit mis à battre plus vite. Ils ont signé les papiers de tutelle. Albert, un homme trapu à la moustache grisonnante, la dévisagea avec suspicion. Étrange qu'il n'en ait jamais fait mention dans leurs instructions. Je devrais peut-être les contacter pour clarifier la situation. Cette simple phrase plongea Pauline dans l'angoisse. Les Moreau avaient progressivement perdu tout intérêt, et pour la villa, leurs appels se faisant de plus en plus rares. Leur rappeler l'existence de Thalia pourrait raviver leur attention, et peut-être remettre en question l'arrangement qui avait fonctionné pendant 6 ans. Malgré ses craintes, Pauline continua sa routine comme si de rien n'était. Elle accompagna Thalia, désormais âgée de 10 ans, à ses cours de piano récemment commencés, grâce à une bourse spéciale de l'Institut. La fillette montrait un talent remarquable pour la musique, une oreille presque parfaite et une sensibilité qui émouvait son professeur aux larmes. Elle joue comme si chaque note racontait une histoire, avait commenté Monsieur Leroy, le vieux pianiste qui donnait des cours le samedi matin. C'est un don rare. Pauline savourait ces moments de fierté intense, consciente que chaque sacrifice en valait la peine pour voir sa fille s'épanouir ainsi. Car dans son cœur, Thalia était devenue sa fille, au-delà des papiers légaux et des circonstances de leur rencontre.
Puis, sans avertissement, les Moreau revinrent. C'était un dimanche d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans le jardin de la villa. Pauline et Thalia revenaient du marché les bras chargés de légumes frais et de pain croustillant, lorsqu'elles aperçurent une limousine noire stationnée devant l'entrée principale. « Des invités ?» demanda Thalia, habituée aux rares visites d'amis des propriétaires qui venaient parfois vérifier l'état de la propriété. « Je ne crois pas, » murmura Pauline, un pressentiment glacial lui nouant l'estomac. Elles entrèrent par l'accès de service, comme à leur habitude, et se figèrent en entendant des voix dans le grand salon. Pauline reconnut immédiatement le timbre autoritaire d'Élisabeth Moreau et la voix plus grave de son mari. « Reste ici », chuchota-t-elle à Thalia en déposant leurs courses sur la table de la cuisine. « Je dois aller les saluer. » Le cœur battant, Pauline lissa son tablier et se dirigea vers le salon. Les Moreau étaient là, Élisabeth aussi élégante qu'autrefois, bien que ses cheveux blonds soient désormais striés de gris, Henri légèrement plus corpulent, mais toujours imposant dans son costume sur mesure. Albert se tenait en retrait, un sourire satisfait aux lèvres. « Madame, monsieur » salua Pauline en inclinant légèrement la tête. « Bienvenue chez vous. Si j'avais su que vous arriviez, j'aurais préparé la maison. »« Pauline » répondit Élisabeth, en l'examinant de la tête aux pieds. « Vous n'avez pas changé. »« La maison est impeccable » ajouta Henri, regardant autour de lui avec approbation. « Vous avez fait du bon travail pendant notre absence. »« Merci, monsieur. » Un silence, inconfortable, s'installa. Pauline sentait le regard d'Albert peser sur elle, attendant le moment où le sujet de Thalia serait abordé. Elle décida de prendre les devants. « Je suppose que monsieur Albert vous a parlé de ma situation personnelle. » Henri hocha la tête. « En effet, il nous a informé que vous éleviez un enfant dans notre propriété. Un arrangement dont nous avions presque oublié les détails, je dois dire. Thalia, précisa Pauline, se redressant imperceptiblement. Elle s'appelle Thalia, et elle a 10 ans maintenant. Vous avez signé les papiers de tutelle temporaire il y a 6 ans. 6 ans, répéta Élisabeth, visiblement surprise. Comme le temps passe vite. Albert s'éclaircit la gorge. J'ai également mentionné que l'enfant fréquente l'Institut Saint-Exupéry, une école très coûteuse. Les yeux d'Élisabeth s'écarquillèrent. Comment pouvez-vous vous permettre une telle école avec votre salaire, Pauline? J'ai d'autres emplois, répondit-elle simplement. Et Thalia a obtenu une bourse partielle grâce à ses excellents résultats. Elle est exceptionnellement louée. Cette révélation sembla piquer la curiosité des Moreau. Henri échangea un regard avec sa femme, puis demanda « Pourrions-nous rencontrer cet enfant prodige ?» Malgré sa réticence, Pauline n'avait pas le choix. Elle appela Thalia, qui entra dans le salon avec une assurance tranquille qui surprit même sa mère. Vêtue d'une simple robe bleu marine, son uniforme scolaire qu'elle n'avait pas eu, le temps de changer, ses cheveux châtains attachés en queue de cheval, elle se présenta poliment. « Bonjour, madame et monsieur Moreau. Je m'appelle Thalia. Merci de nous avoir permis, à ma mère et moi, de vivre dans votre pavillon pendant toutes ces années. » Élisabeth et Henri ne purent cacher leur étonnement face à cette jeune fille, à l'élocution parfaite et au maintien distingué. Rien dans son apparence ou son comportement ne trahissait ses origines modestes ou sa situation inhabituelle. « Ta mère nous dit que tu es une excellente élève, » dit Henri, l'observant avec un intérêt nouveau. « J'essaie de travailler dur, » répondit modestement Thalia. « C'est important pour moi de rendre ma mère fière après tous les sacrifices qu'elle a faits. » Ce simple échange fut suivi d'une conversation de plus en plus animée. Thalia, encouragée par les questions des Moreau, parla de ses cours préférés, les mathématiques et la biologie marine, de ses leçons de piano, de son projet scientifique sur les courants marins de la Méditerranée qui avait remporté le premier prix du concours régional. Pauline observait cette scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude croissante. L'intérêt manifeste des Moreau pour Thalia n'augurait rien de bon. Elle connaissait ce regard, celui que portent les riches sur quelque chose qu'ils désirent, posséder.
Ses craintes se confirmèrent le lendemain matin lorsque les Moreau la convoquèrent dans le bureau d'Henri. Le couple avait passé la soirée à discuter en privé et leur visage affichait désormais une détermination qui glaça le sang de Pauline. « Nous avons réfléchi à la situation de Thalia », commença Henri sans préambule. « Et nous avons une proposition à vous faire. » Elisabeth prit le relais, sa voix douce mais ferme. « Cet enfant a un potentiel exceptionnel, Pauline, un potentiel qui nécessite des ressources que vous ne pourrez jamais lui offrir, malgré tous vos efforts. Nous sommes prêts à adopter légalement Thalia, poursuivit Henri, à lui donner notre nom, notre fortune, toutes les opportunités qu'elle mérite. Études dans les meilleures universités internationales, voyages éducatifs, connexions sociales qui lui ouvriront toutes les portes. En échange, ajouta Elisabeth, nous vous offririons une généreuse compensation financière, suffisamment pour vous acheter une petite maison bien à vous, peut-être même un fonds de retraite confortable. Vous pourriez enfin vous reposer. Après toutes ces années de labeur, Pauline resta silencieuse, le souffle coupé par ce qu'elle venait d'entendre. Il voulait lui acheter Thalia, comme si sa fille était une marchandise, un objet précieux à ajouter à leur collection. « Vous seriez bien sûr autorisé à garder contact ?» précisa Henri, interprétant son silence comme une négociation. « Des visites régulières pourraient être arrangées. Thalia saurait toujours que vous avez joué un rôle important dans sa vie. »« Un rôle important », répéta Pauline dans un murmure. « Je suis sa mère, ta tutrice légale temporaire, » corrigea doucement Elisabeth. « Ne vous méprenez pas, nous reconnaissons pleinement vos sacrifices. Mais ne serait-ce pas le sacrifice ultime, le plus noble, que de lui offrir un avenir sans limite, même si cela signifie la laisser partir ?» Ces mots atteignirent Pauline en plein cœur. N'avait-elle pas toujours voulu le meilleur pour Thalia? Ces personnes fortunées pouvaient lui offrir des opportunités dont elle n'oserait même pas rêver. Des portes s'ouvriraient devant elle, des portes que Pauline ne pourrait jamais déverrouiller, malgré tout son amour et sa détermination. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement, la gorge serrée. « C'est une décision importante. »« Bien sûr, » acquiesça Henri. « Prenez la journée, nous attendrons votre réponse demain matin. » Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Pauline. Assise sur le bord de son lit, elle regardait Thalia dormir paisiblement, inconsciente du dilemme déchirant qui tourmentait sa mère. Chaque respiration régulière de l'enfant semblait un argument contre la séparation. Chaque rêve qui faisait sourire Thalia dans son sommeil était une raison de la garder près d'elle. Mais l'amour véritable n'est-il pas fait de sacrifices? Si elle aimait vraiment Thalia, ne devait-elle pas privilégier son avenir, même au prix de son propre bonheur? L'aube la trouva toujours éveillée, les yeux rougis par les larmes silencieuses, le cœur déchiré entre deux impossibles. Lorsque Thalia se réveilla, Pauline lui prépara son petit déjeuner comme d'habitude, masquant son tourment derrière un sourire fragile. « Tu as l'air fatiguée, maman » remarqua Thalia en mordant dans sa tartine. « Tu as encore fait des cauchemars ?»« Un peu, » admit Pauline. « Mais ça va passer. N'oublie pas ton livre de sciences. Tu as un contrôle aujourd'hui. » Elle accompagna Thalia à l'arrêt de bus, l'embrassant peut-être un peu plus longtemps que d'habitude avant de la laisser partir. Était-ce la dernière fois qu'elle l'accompagnerait ainsi? La pensée lui était insupportable. De retour au pavillon, Pauline trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un chèque au montant astronomique et un contrat préparé par les avocats des Moreau. Tout était déjà organisé, planifié, comme si sa décision était acquise d'avance. Elle s'apprêtait à se rendre à la villa pour donner sa réponse, quelle qu'elle soit, car elle-même l'ignorait encore, lorsqu'une agitation inhabituelle attira son attention. Des voitures de police stationnaient devant l'entrée principale. Des officiers discutaient avec les Moreau sur le perron. Le cœur battant, Pauline s'approcha. Que se passait-il? « Elle a disparu ce matin », entendit-elle Henri expliquer. « L'école nous a appelés pour nous dire qu'elle n'était pas en classe. » Thalia. Il parlait de Thalia. Pauline se précipita vers eux. « Que se passe-t-il? Où est ma fille ?» Elisabeth se tourna vers elle, le visage pâle.
Talia n'est pas allée à l'école aujourd'hui. Personne ne l'a vue depuis qu'elle est montée dans le bus. Impossible, murmura Pauline. Je l'ai accompagnée à l'arrêt. Je l'ai vue monter dans le bus. Un policier s'avança. Nous avons vérifié auprès de la compagnie de bus. La jeune fille est bien montée à bord, mais est descendue 2 arrêts plus loin, pas à son école. Avez-vous une idée d'où elle aurait pu aller? La panique envahit Pauline. Talia n'avait jamais fait une chose pareille. Elle était responsable, fiable, toujours là où elle devait être. Quelque chose d'inhabituel avait dû se produire. Soudain, une terrible suspicion germa dans son esprit. La conversation, elle, a dû nous entendre hier. Les Moreau échangèrent un regard coupable. Henri soupira. C'est possible, les murs de cette vieille maison sont fins. Si Talia avait entendu leur discussion sur son avenir, elle avait dû être bouleversée. L'idée d'être vendue à des étrangers, même dans son intérêt supposé, aurait été traumatisante pour une enfant de 10 ans. Une fouille systématique fut organisée. La police interrogea les camarades de classe de Talia, vérifia ses lieux préférés, diffusa son signalement. Pauline, dévorée par l'angoisse, participait aux recherches tout en se reprochant de ne pas avoir perçu les signes avant-coureurs, de ne pas avoir protégé sa fille de cette situation impossible. La journée s'écoula sans nouvelles. Puis vint la nuit glaciale et interminable. Pauline ne dormit pas, alternant entre les recherches dans les rues de Marseille et les appels téléphoniques à tous ceux qui connaissaient Talia. À l'aube du 2e jour, elle était à bout de force, mais refusait de s'arrêter. C'est alors qu'un nom surgit dans sa mémoire. Marcel Ferrand, un vieux pêcheur qui vivait dans une cabane au bord de la plage des Catalans. Talia avait parfois mentionné cet homme qui lui enseignait à reconnaître les constellations et à naviguer en suivant les étoiles. Une amitié discrète qui s'était développée lors des promenades de l'enfant sur la plage. Sans attendre, Pauline se précipita vers la plage des Catalans. La cabane de Marcel était rudimentaire, mais propre, perchée sur les rochers face à la mer. Lorsqu'elle frappa à la porte, ce fut un vieil homme au visage tanné par le soleil et les embruns qui lui ouvrit. « Je cherche ma fille », dit Pauline, la voix brisée par l'émotion. « Talia. Je crois qu'elle pourrait être venue ici. » Le regard du vieil homme s'adoucit. Elle m'a fait promettre de ne rien dire. Il s'effaça pour la laisser entrer. Mais une mère qui cherche son enfant avec de tels yeux ne peut être ignorée. Et là, assise sur une chaise devant un bol de soupe aux poissons à moitié vide, se trouvait Talia. Son visage s'illumina en voyant Pauline, puis s'assombrit de culpabilité. « Je suis désolée, maman », murmura-t-elle tandis que Pauline la serrait contre elle si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je ne voulais pas te faire peur, mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. »« Chut !» la rassura Pauline, caressant ses cheveux. « Tu es en sécurité, c'est tout ce qui compte. » Plus tard, après avoir informé la police et les Moreau que Talia avait été retrouvée saine et sauve, mère et fille eurent une longue conversation dans la cabane du vieux pêcheur, qui les avait discrètement laissés seuls. « Je les ai entendus, maman », confessa Talia, la voix tremblante. « Ils parlaient de m'acheter comme si j'étais une chose. Ils disaient que tu allais accepter, que tu allais me laisser partir. »« Jamais je ne t'aurais abandonné », affirma Pauline, les larmes aux yeux. « Jamais. »« Alors pourquoi tu n'as pas dit non tout de suite? Pourquoi tu leur as demandé du temps ?» Le regard de Talia était empli d'une douleur qui brisait le cœur de Pauline. « Parce que... » Pauline chercha ses mots. Comment expliquer à une enfant de 10 ans des dilemmes d'adulte, la complexité des choix impossibles? Parce que je veux tellement te donner le meilleur, Talia. Et parfois, je me demande si le meilleur, c'est moi. Ces gens ont tant à t'offrir. Je ne veux pas de leur argent ni de leur voyage, s'exclama Talia avec une véhémence surprenante. Je veux rester avec toi. C'est toi, ma maison. Marcel leur avait permis de passer la nuit dans sa cabane, offrant son unique lit à Talia, pendant que Pauline dormait sur un fauteuil inconfortable. Au petit matin, la fillette avait sorti de son sac à dos un carnet usé que Pauline reconnut avec étonnement. « Je l'ai trouvé pendant que tu travaillais », expliqua Talia en le tendant à sa mère. « C'est ton journal, n'est-ce pas? Celui où tu as écrit toutes ces choses sur moi, sur nous. »
Pauline prit le carnet avec émotion. C'était effectivement son journal, commencé le jour où elle avait trouvé Talia sur le perron de la villa. Elle y avait consigné chaque moment important. Le premier sourire, les premiers pas, le premier mot, mais aussi ses propres sacrifices. La vente du médaillon familial, les nuits sans sommeil pour terminer des broderies qui paieraient les frais de scolarité, les hivers sans chauffage pour économiser chaque centime. J'ai lu ce que tu as écrit. Le jour où tu as vendu le médaillon avec la photo de tes parents, murmura Talia, les yeux brillants de larmes. Je ne savais pas que tu avais fait ça pour moi. Tu n'étais pas censé le savoir, répondit doucement Pauline. Mais c'est important que je le sache, insista Talia. Comment je pourrais te quitter après tout ça? Comment je pourrais choisir des gens qui veulent juste m'acheter alors que toi tu as tout donné sans rien demander en retour? Cette conversation fut un tournant dans leur relation. Pour la première fois, Talia comprenait pleinement l'ampleur de l'amour de Pauline, et Pauline réalisait que les besoins de sa fille allaient au-delà du matériel. Ce dont elle avait vraiment besoin, c'était la certitude d'être aimée, inconditionnellement. Lorsqu'elles rentrèrent à la villa le 3e jour, les Moreau les attendaient. L'inquiétude avait transformé leur arrogance initiale en une forme d'humilité inhabituelle. Ils avaient passé ces 3 jours à chercher Talia, unissant leurs efforts à ceux de Pauline et des autorités. Cette expérience semblait leur avoir ouvert les yeux sur la profondeur du lien qui unissait la femme de ménage et l'enfant qu'elle avait élevé comme sienne. « Nous sommes soulagés que tu sois en sécurité, Talia, » dit Elisabeth. Puis, se tournant vers Pauline, « Nous vous présentons nos excuses. Notre proposition était maladroite. Nous n'avions pas compris ce que vous représentiez l'une pour l'autre. Nous retirons notre offre, » ajouta Henri. « Mais nous aimerions vous proposer autre chose. Continuez à vivre ici, toutes les deux, mais dans des conditions améliorées. Le pavillon pourrait être rénové, agrandi, et nous pourrions contribuer à l'éducation de Talia sans remettre en question votre autorité parentale. » Cette proposition inattendue laissa Pauline sans voix. Était-ce possible? Une solution qui permettrait à Talia d'avoir à la fois l'amour stable qu'elle lui offrait et les opportunités que pouvait procurer la fortune des Moreau? « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle, sceptique. Henri échangea un regard avec sa femme avant de répondre. « Disons que ces 3 jours nous ont rappelé certaines valeurs que nous avions négligées ces dernières années, et peut-être que nous avons aussi beaucoup à apprendre de vous deux. » C'est ainsi qu'un nouvel équilibre s'établit. Le pavillon fut entièrement rénové, doublant sa superficie tout en conservant son charme rustique. Une bourse d'études complète fut mise en place pour Talia, couvrant non seulement l'Institut Saint-Exupéry, mais aussi ses futures études universitaires. Pauline put réduire ses heures de travail, se concentrant uniquement sur l'entretien de la villa et abandonnant ses 2 autres emplois épuisants. Les années suivantes furent plus douces, plus stables. Talia s'épanouissait tant sur le plan académique que personnel. Son intérêt pour la biologie marine, inspiré par les histoires du vieux Marcel et leurs promenades sur les plages de Marseille, se transformait en une véritable passion. À 15 ans, elle remporta un concours national avec un projet sur les écosystèmes méditerranéens menacés. Les universités commençaient déjà à lui envoyer des brochures, certaines évoquant même des possibilités de bourses prestigieuses. L'avenir s'ouvrait devant elle, lumineux et prometteur. Pour la première fois, Pauline se permettait de croire que leur histoire aurait une fin heureuse, que tous les obstacles étaient désormais derrière elle. Mais comme toujours, lorsque la vie semble parfaitement alignée, une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon. Qu'as-tu déjà vécu ou connais-tu quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Réponds dans les commentaires. Depuis plusieurs mois, Pauline éprouvait une fatigue inhabituelle, des douleurs sourdes dans la poitrine, des migraines récurrentes, des vertiges. Elle avait mis ces symptômes sur le compte de l'âge et du stress accumulé pendant des années de travail acharné. À presque 60 ans, n'était-il pas normal que son corps lui rappelle ses limites? Déterminée à ne pas inquiéter Talia,
qui préparait ses dossiers de candidature pour les universités, Pauline dissimulait soigneusement ses symptômes. Elle prenait ses médicaments en secret, planifiait ses rendez-vous médicaux pendant les heures de cours de sa fille, rangeait précieusement les rapports médicaux dans une boîte verrouillée sous son lit. Le diagnostic était pourtant sans appel, une condition cardiaque sérieuse, nécessitant une intervention chirurgicale coûteuse et une longue période de convalescence. Le médecin avait été clair. Sans traitement, son état ne ferait que s'aggraver, jusqu'à devenir critique. « Vous ne pouvez pas continuer à travailler dans ces conditions », avait insisté le cardiologue, « et vous devez informer votre famille. Vous aurez besoin de soutien. » Mais comment pouvait-elle imposer ce fardeau à Thalia, juste au moment où toutes les portes s'ouvraient enfin devant elle? La prestigieuse bourse océanographique qu'elle convoitait était à portée de main. Lui, annoncer la maladie de sa mère, risquait de la détourner de cette opportunité unique. Alors, Pauline continuait sa mascarade, souriant à travers la douleur, prenant des pauses discrètes lorsque sa respiration devenait trop laborieuse, multipliant les excuses pour expliquer ses absences lors des rendez-vous médicaux. Puis vint la tempête. Une nuit d'hiver, un mistral violent s'abattit sur Marseille, arrachant des tuiles, brisant des branches, faisant trembler les fenêtres. Pauline et Thalia s'étaient blotties dans le salon du pavillon, écoutant le vent hurler autour d'elles. « C'est comme dans cette histoire que tu me lisais quand j'étais petite, » remarqua Thalia. « Celle où la mer se déchaînait contre les pêcheurs. Trop avide !» Pauline sourit, touchée que sa fille se souvienne encore de ses contes. « La mer se calme toujours éventuellement. Il suffit d'être patient. » Un craquement sinistre interrompit leur conversation. Avant qu'elle ne puisse réagir, une partie du toit du pavillon s'effondra sous le poids d'une branche massive de platane. L'eau s'engouffra immédiatement par l'ouverture béante, inondant la chambre de Thalia. Elles durent se réfugier dans la villa principale, où les Moreau, absents pour un voyage d'affaires, leur avaient toujours laissé accès en cas d'urgence. Cette situation temporaire forcée allait bouleverser leur équilibre soigneusement maintenu. En effet, c'est dans la suite parentale des Moreau, où elle s'était installée pour la nuit, que Thalia découvrit par hasard le sac de médicaments de sa mère. Curieuse, elle examina les boîtes, les notices, essayant de comprendre pourquoi sa mère prendrait de tels traitements sans jamais en avoir parlé. Le lendemain matin, profitant de l'absence de Pauline partie constater les dégâts avec un entrepreneur, Thalia fouilla méthodiquement leurs affaires à la recherche d'indices. C'est sous une pile de vêtements qu'elle découvrit la boîte verrouillée. La clé, elle le savait, était toujours accrochée au trousseau de sa mère. Mais il y avait une autre option. Parmi les talents de Thalia figurait une habileté surprenante pour les travaux manuels, hérité des longues heures passées à aider Marcel Ferrand à réparer ses filets et ses outils de pêche. Avec quelques épingles à cheveux et beaucoup de patience, elle parvint à ouvrir la boîte. Ce qu'elle y trouva lui glaça le sang. Des rapports médicaux détaillés, des échographies cardiaques, des analyses sanguines, tous pointant vers la même conclusion alarmante. Sa mère était gravement malade et nécessitait une opération urgente. Une opération que, selon une lettre de la Sécurité sociale, leur couverture médicale ne prendrait en charge que partiellement, laissant un reste à payer considérable. Le cœur lourd, Thalia remit tout en place et referma la boîte. Sa décision était prise. Cette même après-midi, elle écrivit un email à l'université qui lui proposait la bourse océanographique, demandant un report d'1 an pour raisons familiales urgentes. Puis elle contacta le Centre de recherche marine de Marseille, où elle avait effectué un stage l'été précédent, pour postuler à un emploi d'assistante de laboratoire. Lorsque Pauline découvrit ses démarches, une semaine plus tard, elle fut dévastée. « Tu ne peux pas renoncer à cette opportunité !» s'exclama-t-elle. « Cette bourse, c'est ton rêve depuis des années. »« Mon rêve peut attendre 1 an, » répondit calmement Thalia. « Ta santé, non. »« Comment as-tu » Pauline s'interrompit, comprenant soudain. « Tu as fouillé dans mes affaires. Parce que tu me cachais quelque chose d'essentiel. »
Les yeux de Talia brillaient de colère et de peur mêlées. « Comment as-tu pu ne pas me dire que tu étais malade, que tu avais besoin d'une opération, que tu souffrais depuis des mois ?»« Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, » murmura Pauline. « Tu avais enfin ta chance, je ne pouvais pas te l'enlever. »« Me l'enlever? Maman, c'est toi qui m'as donné toutes mes chances. Sans toi, je ne serais rien, je n'aurais rien. Comment peux-tu croire que je choisirais une bourse plutôt que ta vie ?» Cette confrontation marqua un renversement inattendu de leur rôle. Soudain, c'était Talia qui prenait soin de Pauline, qui insistait pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, qui surveillait sa prise de médicaments, qui adaptait leurs repas aux recommandations du cardiologue. Pauline se retrouvait dans une position inconfortable, celle de recevoir des soins plutôt que d'en donner. Toute sa vie, elle s'était définie par sa capacité à prendre soin des autres, accepter l'aide de sa fille, reconnaître sa propre vulnérabilité. C'était comme apprendre une nouvelle langue à 60 ans, difficile, désorientant, parfois humiliant. « Je n'ai pas besoin d'être traitée comme une invalide », protesta-t-elle un soir, alors que Talia insistait pour lui. « Préparez son bain. Je peux encore m'occuper de moi-même. Ce n'est pas une question de capacité, maman, » répondit doucement Talia. « C'est une question de repos. Le médecin a dit que tu devais éviter tout effort. » Leur dispute s'intensifia, chacune campant sur ses positions. Pauline, poussée dans ses retranchements, finit par exploser. « Je n'ai pas sacrifié 15 ans de ma vie pour que tu deviennes ma garde-malade. Tu dois poursuivre tes études, réaliser tes rêves, pas t'enterrer ici avec une vieille femme malade. » Les mots, plus durs qu'elle ne l'aurait voulu, résonnèrent dans la pièce. Talia recula, comme frappée physiquement. « C'est donc ça. Tu penses que t'aider est un fardeau pour moi? Que prendre soin de toi est une punition? Je pense que tu as droit à ta propre vie, » murmura Pauline, soudain épuisée. « Ma vie, c'est aussi toi, » répliqua Talia. « Comment peux-tu ne pas comprendre ça, après tout ce que nous avons traversé ensemble ?» L'émotion était trop forte. Pauline se leva brusquement, ignorant la douleur dans sa poitrine, et quitta la pièce. Elle avait besoin d'air, de solitude, de retrouver ses repères. Mais à peine avait-elle atteint le couloir qu'une douleur fulgurante lui transperça la poitrine. Le monde vacilla autour d'elle. Les contours devinrent flous. La dernière chose qu'elle entendit fut le cri terrifié de Talia. L'hôpital de La Timone était un dédale de couloirs blancs et aseptisés où Talia se sentait perdue et impuissante. Les heures s'écoulaient avec une lenteur insupportable dans la salle d'attente des soins intensifs. Chaque médecin qui passait sans s'arrêter pour lui parler était une nouvelle torture. Lorsqu'enfin le cardiologue s'approcha, son visage grave fit craindre le pire à Talia. « Votre mère a fait un infarctus », expliqua-t-il. « Nous avons stabilisé son état, mais l'opération est désormais inévitable et urgente. »« Faites tout ce qu'il faut », répondit Talia d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était réellement. « L'argent n'est pas un problème. » C'était un mensonge, bien sûr, mais elle trouverait une solution. Elle vendrait tout ce qu'elle possédait, s'il le fallait. Durant les jours qui suivirent, Talia ne quitta pratiquement pas l'hôpital. Dormant sur une chaise inconfortable près du lit de Pauline, étudiant les dossiers médicaux complexes avec la même rigueur qu'elle appliquait à ses recherches scientifiques. Elle voulait comprendre exactement ce qui se passait. Pouvoir poser les bonnes questions, prendre les meilleures décisions. C'est lors d'un de ces jours interminables qu'un événement inattendu se produisit. Une infirmière, entrée pour vérifier les constantes de Pauline, dévisagea Talia avec insistance. « Excusez-moi, dit-elle finalement, mais vous ressemblez étrangement à quelqu'un que je connais. Cette forme de visage, ces yeux, vous seriez de la famille Dubois par hasard ?» Talia, surprise, secoua la tête. « Non, je ne connais personne de ce nom. Je m'appelle Talia Renaud. » L'infirmière fronça les sourcils. « C'est étrange, la ressemblance est frappante. Béatrice Dubois a exactement les mêmes yeux que vous. Elle travaille au service pédiatrique. » Cette conversation anodine planta une graine dans l'esprit de Talia. Toute sa vie, elle avait accepté l'absence d'informations sur ses origines.
Le médaillon avec son prénom était le seul indice qu'elle possédait, et elle s'en était contentée, trop occupée à construire son présent pour s'interroger sur son passé. Mais maintenant, alors que Pauline se battait pour sa vie, la question de ses origines prenait une dimension nouvelle. Et si elle avait de la famille biologique, des personnes qui partageaient son sang, son ADN, peut-être même des prédispositions médicales qu'elle devrait connaître? Sans rien dire à Pauline, encore trop fragile pour supporter de telles émotions, Talia entreprit des recherches. Elle rencontra l'infirmière Béatrice Dubois, qui confirma la troublante ressemblance. Plus curieux encore, Béatrice révéla qu'elle avait une sœur aînée qui avait quitté Marseille il y a plus de 15 ans, après une dispute familiale. Une sœur dont elle n'avait plus de nouvelles directes. Encouragée par cette coïncidence, Talia sollicita un test génétique, expliquant sa situation au médecin de l'hôpital. Le coût était élevé, mais l'urgence médicale de Pauline et la possibilité d'informations sanitaires pertinentes convainquirent le service social d'approuver la demande. Les résultats tombèrent une semaine plus tard, alors que Pauline se remettait lentement de son opération. Talia, qui avait jusqu'alors gardé ses recherches secrètes, se retrouvait face à une vérité bouleversante qu'elle ne pouvait plus dissimuler. « Maman, dit-elle doucement assise au bord du lit d'hôpital, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Pauline, encore pâle mais déjà plus alerte, lui prit la main. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu sembles préoccupée depuis des jours. J'ai fait des tests génétiques. » commença Talia, « et j'ai découvert quelque chose d'incroyable. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis la petite fille de ta sœur. » Le choc fut tel que Pauline crut avoir mal entendu. « Ma sœur? Mais je n'ai pas vu Madeleine depuis plus de 20 ans. Elle a quitté Marseille après notre dispute à propos de l'héritage de nos parents. »« C'est ce que Béatrice m'a dit, » confirma Talia. « Béatrice Dubois, l'infirmière ici. C'est ta nièce, la fille cadette de Madeleine. » Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Madeleine, la sœur de Pauline, avait eu 2 filles. L'aînée, Camille, avait suivi sa mère à Paris, où elles avaient refait leur vie. Mais 15 ans plus tôt, Camille, alors jeune adulte, avait traversé une période difficile. Une grossesse non désirée, une relation toxique, des problèmes financiers. Désespérée, elle avait décidé de confier son bébé à la seule personne en qui elle avait encore confiance, malgré les années de silence, sa tante Pauline, dont elle connaissait la gentillesse et dont elle savait qu'elle travaillait. Dans la villa des Moreau. « Elle m'a abandonnée sur le perron parce qu'elle avait honte, » expliqua Talia, les larmes aux yeux. « Elle ne pouvait pas me garder, mais elle voulait que tu me trouves. Le médaillon, c'était sa façon de te dire que j'étais de la famille, même si tu ne le savais pas encore. » Pauline porta une main tremblante à sa bouche. « Mon Dieu, toutes ces années, Madeleine savait. Elle savait que je t'élevais. D'après Béatrice, non. Camille n'a jamais dit à sa mère ce qu'elle avait fait de son bébé. Elle a simplement prétendu que j'avais été adopté par une bonne famille. Ce n'est que récemment, quand Camille est revenue à Marseille et a renoué avec sa sœur, qu'elle a commencé à poser des questions sur toi. » Cette révélation était trop énorme pour être pleinement assimilée en un instant. Pauline oscillait, entre choc, incrédulité, colère contre sa sœur et sa nièce qu'il avait laissées dans l'ignorance, et une joie profonde de savoir que Talia était véritablement de son sang. « Donc tu es ma petite nièce » murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes. « Biologiquement, oui, » acquiesça Talia, « mais dans mon cœur tu seras toujours ma mère. La seule que j'ai jamais connue, la seule qui compte. » Les jours suivants furent consacrés à absorber cette nouvelle réalité. Béatrice organisa une rencontre entre Pauline et Camille, sa nièce qu'elle n'avait pas vue depuis qu'elle était adolescente. La confrontation fut émotionnellement chargée. Reproches, excuses, explications. Camille, désormais stable et remariée, vivait à Nice avec son nouveau mari et leurs 2 jeunes enfants. Elle ne cherchait pas à reprendre Talia, simplement à renouer des liens, à corriger les erreurs du passé, à offrir à sa fille biologique la possibilité de connaître ses demi-frères et sœurs. « Je n'étais pas prête à être mère », expliqua-t-elle à Talia lors de leur première rencontre privée. « J'étais perdue, brisée à l'époque.
Te confier à Pauline a été la décision la plus difficile et la plus juste que j'ai jamais prise. Elle t'a donné ce que je n'aurais jamais pu t'offrir. Cette complexité familiale nouvellement découverte aurait pu être source de tension, mais étrangement, elle apporta une forme de paix. Pour Pauline, savoir que Talia était véritablement de sa famille allégeait une culpabilité inconsciente qu'elle avait toujours portée. Celle d'avoir peut-être privé une enfant de ses véritables parents. Pour Talia, découvrir ses origines complétait un puzzle identitaire qui, bien que jamais vraiment problématique, comportait néanmoins des pièces manquantes. Pendant la convalescence de Pauline, d'autres événements significatifs se produisirent. Un matin, alors que Talia lisait le courrier, elle découvrit une lettre officielle des Moreau. Son contenu était stupéfiant. Le couple avait décidé de transformer la villa en une fondation de recherche marine, inspirée par les travaux et la passion de Talia. Plus surprenant encore, ils offraient à la jeune femme un poste au sein de cette future institution, ainsi qu'un logement permanent pour Pauline. Ils écrivent que tes présentations sur la préservation des écosystèmes méditerranéens les ont convaincus de réorienter certains de leurs investissements. Expliqua Talia à sa mère, encore abasourdie. Ils veulent faire de la villa un centre de recherche et d'éducation environnementale. Cette nouvelle ouvrait des perspectives inespérées. Talia pourrait poursuivre sa passion tout en restant proche de Pauline pour veiller sur sa santé. Le rêve qu'elles avaient cru devoir sacrifier prenait simplement une forme différente, peut-être encore plus belle. La guérison de Pauline fut longue mais régulière. La découverte de sa famille, le soutien de Talia, la sécurité nouvellement acquise grâce au projet des Moreau, tout cela contribuait à sa récupération. Son cœur, fragilisé par des années de travail acharné et renforcé par la chirurgie, battait désormais avec une vigueur renouvelée. Qui aurait pu imaginer qu'après tant d'épreuves, tant de sacrifices, leur histoire connaîtrait un tel dénouement? Qui aurait pensé que ce bébé abandonné sur un perron par une nuit pluvieuse serait en réalité le lien qui renouerait une famille dispersée? Talia ne reporta finalement pas ses études. Au contraire, elle combina son travail à la Fondation avec un programme de recherche doctorale, créant un pont entre son expérience pratique et sa formation théorique. Sa connaissance intime de la côte marseillaise, acquise lors de ses longues promenades avec le vieux Marcel, se révéla inestimable pour les projets de conservation locaux. Mais la plus grande surprise attendait encore Pauline et Talia. Une méfiance persistante avait poussé Pauline à demander, lors d'une visite chez les Moreau, pourquoi ils avaient si brusquement changé d'avis sur la Fondation. Pourquoi ce soudain intérêt pour la biologie marine et la préservation de l'environnement? Pourquoi cette générosité envers Talia qu'ils avaient autrefois tenté d'acheter comme un objet de valeur? Élisabeth Moreau, dont les cheveux étaient désormais entièrement gris, avait hésité avant de répondre, échangeant un regard avec son mari. « Il y a quelque chose que nous ne vous avons jamais dit, Pauline », avait-elle finalement avoué. « Nous avons eu une fille il y a longtemps. Elle serait de l'âge de Talia aujourd'hui. Elle n'a pas survécu à sa première semaine. Une malformation cardiaque que les médecins n'avaient pas détectée. Cette révélation expliquait tant de choses. Leur froideur initiale, leur longue absence, leur réaction complexe face à Talia, leur tentative maladroite de l'adopter et finalement leur changement d'attitude en voyant l'amour qui unissait Pauline et Talia. Ils avaient trouvé dans cette relation une forme de rédemption par procuration, une façon de donner un sens à leur propre perte. Quand nous avons vu comment vous avez élevé cet enfant malgré tous les obstacles, ajouta Henri, nous avons compris que nous avions beaucoup à apprendre de vous deux. Transformer cette propriété en un lieu qui perpétue la passion de Talia, c'est notre façon de faire quelque chose de significatif avec notre fortune. La vie prenait parfois des chemins étranges, réfléchit Pauline, des tragédies personnelles qui s'entrecroisaient pour créer, finalement, quelque chose de beau et de durable, des douleurs transformées en sens. Le festival annuel de printemps de Marseille offrit l'occasion parfaite pour une cérémonie symbolique.
La communauté, qui avait autrefois regardé avec suspicion cette femme de ménage, élevant seule un enfant abandonné, se rassembla pour célébrer leur parcours extraordinaire. Le vieux Marcel Ferrand, toujours vigoureux malgré son âge avancé, était présent. Madame Lambert, l'ancienne travailleuse sociale désormais retraitée, avait fait le déplacement. Même les anciens camarades de classe qui s'étaient moqués de Thalia étaient revenus, impressionnés par sa réussite et son histoire. Sous le grand platane de la place, dont les branches portaient encore les vœux manuscrits des habitants, le maire de Marseille prononça un discours émouvant. Il rendit hommage à Pauline comme l'incarnation de la valeur la plus sacrée de leur communauté, que la famille se crée par l'amour, pas seulement par le sang. Aujourd'hui, nous honorons une femme qui nous a montré ce que signifie véritablement être une mère, déclara-t-il sous les applaudissements. Et nous célébrons une jeune femme dont le parcours inspirant nous rappelle que notre avenir dépend de notre capacité à prendre soin les uns des autres et de notre environnement. Thalia prit ensuite la parole, annonçant la création d'un programme de bourse à la Fondation de recherche marine pour les enfants élevés dans des familles non traditionnelles. Parce que la diversité des parcours crée la richesse des perspectives, expliqua-t-elle, et que chaque enfant mérite une chance, quelle que soit son histoire. Le soleil se couchait sur la mer Méditerranée, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, lorsque Pauline et Thalia montèrent sur les falaises qui surplombaient de la côte. C'était leur endroit préféré, celui où elles venaient souvent observer les étoiles avec le vieux Marcel dans leur jeunesse. Thalia guida doucement sa mère vers un télescope installé là, pointé vers le ciel qui s'assombrissait progressivement. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-elle avec excitation. Elle plaça les mains de Pauline sur le télescope, l'aidant à ajuster la position. « Là », murmura-t-elle, « cette étoile, légèrement à droite de la constellation du Cygne. Elle porte désormais officiellement notre nom, Renaud Thalia. Une étoile double, deux corps célestes qui dansent l'un autour de l'autre depuis des millions d'années. » Pauline leva les yeux du télescope, les joues mouillées de larmes silencieuses. « Comment as-tu un des avantages de travailler avec des astronomes ?» sourit Thalia. « Le registre international des étoiles a accepté ma demande. Elle brillera là-haut longtemps après nous. Un symbole éternel de la façon dont notre rencontre inattendue a transformé non seulement nos vies, mais aussi la compréhension de toute une communauté sur ce que signifie être une famille. » Debout sur ces falaises, leurs silhouettes se détachant contre le ciel étoilé, mère et fille contemplaient leur étoile commune. Le voyage, qui avait commencé par le cri désespéré d'un nouveau-né par un matin pluvieux, culminait dans la création d'un héritage qui inspirerait des générations à venir. À travers 15 années de défis, de traditions culturelles, d'amitiés inattendues et de révélations surprenantes, elles avaient prouvé que parfois, la famille que nous créons par amour est plus puissante que celle dans laquelle nous sommes nés, et que les plus beaux destins commencent souvent par les matins les plus sombres. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.